Salut. Je vais mettre mon chapeau. Ouch. Ah, alors, Décapiter la vipère Exa, deuxième édition. Je crois que j'ai mieux compris aussi comment formuler. Oh là là. J'ai hyper mal à la tête. Alors, c'est le bon moment de parler de décapitation. J'ai plus de café. Ça, c'est vache. Donc, il y a deux natures au temps dans la mythologie, puisque le dieu du temps, Saturne, est un anagramme de nature au pluriel, et que c'est le dieu du temps. C'est-à-dire que d'une part, il y a ce qu'on nous dit de lui, il a dû être banni par Jupiter, Zeus, parce que qui pour rappel chasse les titans et toutes les créatures terribles de notre monde et il les confine dans l'enfer pour faire régner l'ordre et l'harmonie. Et donc il est aussi obligé de chasser son père, enfin de punir son père qui a bouffé tous ses enfants. D'ailleurs Jupiter a été, ils ont été revomis en fait par Saturne. Si vous vous intéressez à la mythologie, des simplifications, c'est tout ça évidemment une mythologie, c'est-à-dire que ce sont des métaphores évidemment. Croire que nos ancêtres prenaient ces métaphores au pied de la lettre, c'est con en fait. C'est trop plein de sagesse pour être dû au hasard. Et donc Saturne, c'est quoi les deux natures du temps qui sont des illusions, qui sont des égos pour garder le contrôle du monde, de peur d'être supplanté par Jupiter ou Zeus. Il mange ses enfants. Mais le temps qu'il mange ses enfants, c'est une métaphore. C'est on meurt et puis on vieillit, enfin et tout ça. Et donc, en fait, le temps, c'est aussi l'opération par laquelle l'arbre de vie porte ses enfants et les ancêtres portent leurs enfants plus haut et par lesquels l'évolution est possible, à travers lequel l'évolution, les transformations sont possibles. Et comment se forment ces transformations? D'abord, on établit un ordre particulier, et puis cet ordre est mis à mal, et ce qu'on croyait vrai s'effondre, s'écroule, et on doit se restructurer d'une nouvelle façon. C'est ce qu'on appelle en alchimie les opérations d'œuvre noire et d'œuvre blanc. L'œuvre noire, on meurt, en tout cas l'ego a l'impression de mourir, on se dissout, ce sont des opérations de dissolution, et puis de recristallisation dans une nouvelle forme solide, qu'on appelle l'œuvre blanc. Et puis il y a les opérations d'œuvre rouge qui consistent à recevoir la lumière. Il y a une troisième couleur, enfin une deuxième couleur, puisque noir et blanc, c'est pas vraiment des couleurs. Il y a recevoir la lumière, le rouge, et il y a la connaissance du cachet, la connaissance effective des secrets. Alors on appelle ça le secretum secretorum, le secret des secrets, en alchimie. Et il y a 7 principes qu'on appelle l'heptalion. L'heptalion en alchimie, donc les 7 secrets du secret, en fait. Et donc, cette vérité, c'est la couleur verte. Et elles ont un pendant, elles ont un pendant dans les 3 types d'opérations qu'on peut vivre. Mourir, renaître et recevoir un certain type de lumière. Œuvre noire, œuvre au blanc et œuvre rouge. 3 x 7. 3 x 7 avec... puisqu'il y en a... il y a les 7 vérités sont cachées. Les 7 secrets sont cachés. Il y a 7 opérations x 3 en fait. Mourir, renaître, recevoir. Et puis ça arrive à l'opérateur, le mat en tarot. Donc le tarot est une représentation de ça, les lames majeures. Aïe, j'ai vraiment mal à la tête. Les 22 arcanes majeures, en fait, il y a 21 arcanes avec des nombres. L'arcane qui n'en a pas, c'est le mat.
Qu'est-ce que c'est un mat? C'est un roi qui a tout perdu, comme aux échecs, échecs et mat. Le roi, échec au roi, en fait. Le roi, c'est celui qui domine. En mythologie, c'est par exemple chez les Nordiques Odin. Odin qui va tout perdre pour Ragnarok. Et puis le monde renaît de ses cendres. Il y a 7 créatures sur Yggdrasil qui sont les gardiens en fait des 7 chakras. Il y a Nidhugg, le dragon des profondeurs, qui représente la peur de la mort en fait. Il y a le deuxième, c'est Jormungandr, c'est le serpent qui dévore le monde. C'est à la fois la source d'énergie, l'opposé de Thor qui garde l'harmonie et qui préserve la grâce par la force, à la vraie force d'ailleurs, hein, celle qui n'a pas peur de la mort. Et c'est comme ça qu'on va au paradis, quand on a une vraie force au-delà de la mort. Et pas quand on est une grosse brute qui meurt au combat comme les gens qui... Enfin, on le prend au pied de la lettre en fait. Simplement, on prend nos ancêtres pour des cons et en fait, on ignore simplement la portée ésotérique des connaissances. Ensuite, on a un pont qui relie le ciel et le paradis qui s'appelle Bifrost et qui relie en fait tous les mondes entre eux. Et ouch, tous les mondes, un monde où on meurt, un monde où on naît et un monde où on reçoit la connaissance. L'enfer, Niflheim, Midgard, le monde où on vit, et Asgard, le monde où on reçoit la connaissance. Et donc, sur Yggdrasil, il y a ce Bifrost qui est un pont d'arc-en-ciel, ça tout le monde le sait, souvent en tout cas c'est connu, mais ce que les gens oublient tout le temps de dire, c'est que c'est un pont de feu et d'arc-en-ciel, donc on brûle, on meurt, on est réduit à un néant en fait. Et les couleurs sont séparées, arc-en-ciel, on sépare le subtil du dense, on arrive à... c'est la dissolution, c'est la ségrégation, c'est le discernement, c'est atteindre le jugement, puisque l'Apocalypse par exemple, c'est la révélation, hein, donc tout est dissous, tout est séparé, tout est... et on voit comment les choses se placent, quoi. Ça sépare les choses par densité. Les couleurs de l'arc-en-ciel ont différentes densités en fait, ou vitesse. C'est-à-dire que selon la densité, on se déplace dans l'espace-temps à des vitesses légèrement différentes. Avec une énergie cinétique égale au départ, évidemment, toutes choses étant égales par ailleurs. Je vais essayer de pas trop digresser. Et donc, la métaphore du tarot, c'est que le mat, à qui tout arrive, qui était roi et qui a tout perdu, qui maintenant a peur et sur le chemin, c'est un pèlerin maintenant, il est sur le chemin, il avance et il a un chien qui lui aboie dessus et qui lui talonne à l'arrière, ça lui fait peur. Et puis, et donc il y a 21 opérations, 7 fois recevoir la lumière, 7 fois mourir, 7 fois renaître. Et selon ces opérations de mourir, renaître, tout comme tout ce que tu croyais vrai s'écroule, et hop, tu reconstruis dans une nouvelle forme. Mourir, renaître, recevoir la lumière, une nouvelle sagesse. Donc la chimie va simplement classer ces formes-là en 7. Les 7 secrets du secret. Le chamanisme hawaïen s'appelle Huna, ça veut dire secret. Le secret... Bon, je vais quand même essayer de boire de l'eau. J'ai déménagé, j'ai changé de chambre. J'ai changé de chambre dans la maison où je suis il y a quelques temps. Et j'ai renoncé à déménager de maison pour de vrai, pour des raisons qui seraient un peu long à expliquer, qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Mais depuis, je ne retrouve plus mes aspirines. Je sais plus où j'ai foutu mes Dafalgan. Et là, vraiment, j'en aurais besoin, j'en ai pas racheté. Franchement, j'en boufferais 3 si j'étais pas un minimum... Enfin, j'ai pas perdu tout à fait ma tête et je tiens mon foie, donc je vais pas le faire. Mais là, de toute façon, je n'en ai pas. Mais bon, bref, aïe.
Donc, quelle est la double nature du temps, pour revenir à Saturne du point de départ? Le futur et le passé. Il y a deux sortes de serpents, un venimeux et un non venimeux, mais ils sont indissociables. Serpent est un anagramme de présent. Il n'y a que le présent et tout est présent. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est une illusion, en fait. D'ailleurs, les dieux de l'Olympe sont mangés et puis revomis. Oh là là. En Huna, il y a 7 principes. Ike, Kala, Makia, Aloha, Manawa, Mana, Pono. 7 principes du secret. Cette verteté, cette vérité. Alors évidemment, il est possible de retrouver ces principes 3 fois dans le tarot, dans les 21 arcanes, 7 fois 3. Les runes, c'est marrant parce que Huna, c'est le secret, ce qui est caché. C'est aussi le logos pour le Huna. Pour les Grecs, logos c'était le discours sûr, c'est devenu la science de logie, trucologie, par la science du truc. Et Huna, bah, c'est à peu près le même sens, hein, c'est la connaissance sur quelque chose. Kahuna, c'est un maître en quelque chose. Le Big Kahuna, c'est le grand Manitou, un peu chez Hawaï. Et maintenant, un shérif va être appelé Kahuna, ça va être un peu. Ils appellent un peu n'importe quoi Kahuna dès que t'es chef. Mais en fait, à la base, t'étais censé avoir atteint une maîtrise du secret, en fait. Connaître les ficelles et les secrets de quelque chose. Et donc, Runa, les runes, Runen aussi, ça ressemble quand même beaucoup et ça veut dire exactement la même chose. Et il n'y a pas 3 x 7, mais 3 x 8, il y en a 24. C'est-à-dire que l'opérateur est tenu en compte. Il y a les 7 opérations et l'opérateur. C'est comme si le mat revenait 3 fois en tant qu'il est en train de mourir, en tant qu'il est en train de renaître et en tant qu'il est en train de recevoir la lumière. Aux échecs, puisqu'on en parle, on joue sur un carré fait de carrés, blanc et noir. Des opérations de mourir et de renaître. Il y en a 8 x 8. Les opérations sur elles-mêmes et l'opérateur inclus. Et ça permet que ce soit pair. C'est un yin-yang. Hein. Yin-yang, le taoïsme, c'est de l'alchimie en fait. Mourir et renaître. Œuvre blanc, œuvre noire. Dans un parfait équilibre harmonieux pour qu'à travers ce processus apparaisse le Tao, le chemin, la voie, la connaissance. Voilà, recevoir la lumière, être en chemin. Le pèlerin, celui qui vit les opérateurs. Voilà, bon. Je vais mettre pause le temps que ça. Tout est présent, c'est un des grands secrets du chamanisme amazonien aussi. La voix du serpent, n'est-ce pas? Ayahuasca, ça veut dire liane des âmes ou liane des morts, mais dans pas mal de langues, la métaphore parle plutôt de serpent. Vomir des serpents, Kamarampi. C'est un des noms de. Bon, enfin, bon, peu importe. Et puis voilà, sur le serpent ou la vipère, est-ce qu'il y en a un qui est mal et un qui est bien? Non, tout est présent en fait. Il faut savoir discerner à travers les deux serpents quel est le présent. Le présent est un cadeau. Le présent est le réel moment de pouvoir. Le présent est un pouvoir. Saisir l'opportunité, c'est ici et maintenant que ça se passe. Les 7 principes du Huna, qui à mon avis sont plus complexes que ceux de l'heptalion, parce que l'heptalion en fait
Pour moi, il y a 4 principes et puis 3 qui sont des répétitions, dans d'autres termes. Donc il en manque 3. Et à mon avis, il y a les quatre cardinaux, mais il n'y a pas les 3 théologos, les trois vérités du ciel. Et donc, et 4 plus 7. Donc, tandis que dans le Huna, les 7 principes ont été donnés parce que dans Chaman aujourd'hui de Serge King, à un moment donné, il explique que dans les années 70, les chamans hawaïens se sont réunis pour dire que le temps du secret est révolu. Le temps des secrets est révolu. Et donc ils ont tout révélé. C'est assez marrant parce que dans les années 70, à peu près tout le monde a fait pareil. Il y a eu la prophétie de l'aigle et du condor chez les Indiens d'Amérique. Et ils sont rassemblés entre Indiens d'Amérique du Sud et du Nord pour faire une espèce de synthèse de qu'est-ce que c'est le chamanisme panaméricain. Et une fois qu'ils ont été satisfaits de leurs résultats, c'était une initiative Lakota, si je ne m'abuse, au départ. C'est les Lakota qui ont commencé à organiser ça. Aïe, ma tête. Et ils ont commencé à s'ouvrir aussi sur les traditions extérieures. D'abord faire une synthèse entre eux, nord-sud. Ensuite, inviter des membres illustres, enfin en tout cas organiser des rencontres avec des gens de la spiritualité du monde entier et transmettre ça aux Blancs, qu'il était temps. Pourquoi ? Parce que les Blancs sont en train de découvrir avec leur mental contrôlant des vérités dangereuses, capables de faire basculer le monde dans une réalité que si on écoute le mental et le contrôle, cette réalité est de 1 inéluctable, de 2 parce qu'on est hyper nombreux, parce qu'il faut absolument gérer le truc, et on va gérer le truc de manière mentale et contrôlante. Et donc pour moi, ce qu'on est en train de vivre, par exemple, l'épisode Corona est un grand épisode de dissolution alchimique. L'arbre de vie lui-même a décidé de muter et de s'en occuper, c'est-à-dire de nous départir momentanément de notre libre arbitre, de nous faire tous devenir fous, la voie du fou, la voie de la décapitation. Pourquoi décapiter ? Parce que le problème, c'est que l'ego ne veut pas évoluer. L'ego veut le contrôle, l'ego veut la maîtrise, l'ego utilise sa tête. Alors on utilise la voie du fou, par exemple, c'est prendre à contre-pied l'ego, être imprévisible. Les 7 principes du Huna, si on les applique, on n'est pas prévisible pour l'ego parce qu'ils sont un peu fous, en fait. Le monde est ce que tu crois qu'il est, hein ? Mais non, le monde a une existence indépendamment de ce que je crois. Il n'y a pas de limite. Ah bah si, si, il y a des limites, je vais te les apprendre. Et ensuite, il y a l'énergie suit l'attention. L'attention suit l'énergie. L'énergie, c'est ce qu'elle fait. Elle est intelligente. Aloha. Bonjour. Manawa, le présent est le moment de pouvoir. Mana, tout pouvoir vient de l'intérieur. Rien n'est à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de l'extérieur. L'efficacité est la mesure de la vérité, mais il ne s'agit pas que ça fonctionne. Il faut que ça apporte du bon, maintienne du bon, ou transforme du négatif en positif. Et là, c'est signe que c'est vrai. Ce sont 7 principes alchimiques fondamentaux, 7 vérités fondamentales que l'on peut recevoir à travers cette opération différente de mourir et renaître. Et vu que cette chose, on les reçoit fondamentalement et qu'elle nous décapite fondamentalement, finalement, c'est 21 sortes de mort. La mort est donc l'arcane principal en tarot. Tout est mort dans le tarot, tout est mort selon le mental, qui croit qu'il va mourir parce que ce qu'il contrôle s'effondre. Le mental, c'est dingue comme il peut faire survenir des événements par hasard pour nous empêcher d'évoluer. Mais aussi, il n'y a pas que lui, heureusement. Il y a aussi notre soi supérieur qui peut nous créer des grosses ruptures sur notre chemin qui nous forcent à être au pied du mur et à changer. Alors qu'au départ, on ne l'aurait peut-être pas fait de soi-même. Ça peut être avoir une mère folle, ça peut être chassé de sa famille symboliquement parce qu'on fume des pétards, ça peut être plein de choses qui nous forcent à être sur le banc et qui font que on a réussi à construire sa personnalité
sur le banc d'essai, sur le bord du terrain, et que on échappe à une construction classique de la personnalité humaine qui est un animal social. Donc la vérité, c'est un consensus. On cristallise une version des faits, du réel, ensemble. La vérité, de notre point de vue, ce n'est que ce qu'on sait de mieux. Plus on regarde, plus on en apprend. Et donc, qu'est-ce que c'est une culture? C'est un consensus. C'est un accord social sur qu'est-ce que c'est la vérité. Évidemment, ça évolue, ça progresse. En tout cas, il est sûr que j'ai pu profiter du maman serpent. Enfin voilà, ça c'était mon petit jeu de mots. Je crois que je vais voler du café à mon coloc avec toutes mes plates excuses et en racheter demain. Ça va pas être possible. Alors bon, il y a évidemment les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 douleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleuvres de l'œuvre. Euh, et il y a les vipères. Les vipères, effectivement, c'est-à-dire que sur le chemin, on peut mourir pour de vrai. Par contre, il y a plein de gens à qui c'est arrivé, hein. Ça peut déraper sec quand l'ego prend le dessus et ne veut pas se laisser décapiter. C'est pour ça qu'on parle de décapiter la vipère. Décapiter, c'est couper la tête, c'est enlever le mental, c'est le, c'est arriver à ce mental contrôlant, arriver à le mettre, à le faire capoter, quoi. C'est dingue comme ce mental peut faire arriver des choses des obstacles sur notre chemin d'évolution. On peut même quantifier l'évolution qu'on va vivre quand on prend un chemin sur la quantité d'obstacles qu'il y a pour le surmonter, de choses qui viennent nous barrer la route. Il y a des épreuves, il y a un gardien du seuil. Chaque mort est un passage. Chaque passage est gardé par un gardien. Tous les contes en parlent. Par exemple, Jack avait une mission très simple. Sa famille est pauvre, c'est une question de survie. Ils ont peur, ils vont mourir. Ils doivent vendre la vache et ils n'ont pas envie. La vache, ils l'aiment. Lui, il aime sa vache. C'est quasi un membre de la famille. Mais ils n'ont pas le choix. Et la vache, elle va se faire tuer pour de la viande. Des fois, c'est un cheval, bon. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment bien de sacrifier une des forces vitales de la famille pour une survie à court terme? C'est aussi le problème de la peur et de la stratégie à court terme de vouloir et de se séparer de ses ressources vitales. Enfin, je veux dire, la vache, à long terme, il faut la garder. Mais là, il la vend parce que là, il n'y a plus rien à manger. Et lui, il l'échange contre 3 haricots à la con parce qu'on lui a dit que c'était magique. Furieux, sa mère ou son père, selon les versions, jette les haricots dehors et engueule ce bon à rien d'avoir fait vraiment le choix le plus débile. Tu mérites des claques. Et puis, de ces haricots pousse une liane entrelacée, Gracias, Madre Ayahuasca, qui relie le ciel et la terre. Ah, les 7 chakras, ça relie le cul à la tête, au fait. Et tout en haut, il y a un trésor dans le ciel, un trésor dans le ciel. Et notre héros, qui est fait d'air et d'eau, d'esprit et d'âme, il est animé par son esprit et son âme. Il a ouvert l'œil de son cœur. Il monte, enfin en tout cas il est en train de l'ouvrir. Et en ouvrant l'œil de son cœur, il reçoit la connaissance du cachet, la lumière, I, et il devient roi, R-O-I, le roi, mais roi en son royaume évidemment, le royaume du conte, le royaume de l'histoire, de cette histoire qui sert de métaphore en fait, oui, quelque chose de, c'est pas un trésor matériel dont on parle là évidemment, c'est la prise de conscience de son, ça permet d'être roi en son royaume, avec son âme et son esprit ensemble et ouvrir les deux yeux. Odin
Par exemple, pour avoir la connaissance et le contrôle du monde, un petit peu de manière brutale d'ailleurs, il a sacrifié un œil. Et il va mourir, ils vont rater, ils vont tous mourir, tous les dieux de l'Olympe vont se retrouver confrontés aux enfants de Loki. Il y a Hel, enfin voilà, il y a Jormungandr, il y a, comment s'appelle le loup qui va, Fenrir, qui va manger le soleil. Bon, tout ça c'est métaphorique, hein. Et puis à la fin, Balder, qui dans la mythologie était mort, le dieu de la sagesse était mort au passage, pardon, le passage, mort, et très passé 3 fois. Et, bon, alors évidemment, tout ça mérite de plus en plus. C'est beaucoup, j'avoue que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je pense que je vais la laisser là pour cette fois-ci. Je pense qu'il y a déjà pas mal à digérer. À la fin, il faut savoir que Balder, le dieu qui était mort, ressuscite. Et, Kvasir, le dieu aussi de la un autre dieu de la sagesse d'une autre façon, qui aussi était mort dans les opérations, vont renaître pour régner sur le royaume. En gros, tous les dieux qui menaient par le contrôle et la force brutale sont morts. Même Thor, Odin, ils sont tous morts au combat face à leurs opposés complémentaires. Voilà, je les ai pas tous cités, mais il faut savoir que, par exemple, Bifrost, le pont qui relie le ciel et le paradis, le troisième que j'ai cité, c'est le troisième chakra. On part du bas et on va en haut. Et ce sont des gardiens, à chaque fois les gardiens du seuil respectif des 7 opérations. Version scandinave. Dans le cœur, qui vit à Asgard comme monstre, c'est Ratatoskr, l'écureuil qui va dire à Reisvelg, l'aigle ou en tout cas l'oiseau du troisième œil, que Nidhogg l'a traité de machin truc-muche, et puis il va dire à Nidhogg, le dragon des profondeurs, le premier chakra, le corps et l'esprit. Il va dire de la merde à l'esprit de la part du corps et vice-versa pour foutre le dawa. Dans tout l'arbre de vie, ils font tout trembler, hein, parce qu'il y en a un qui est dans les racines de l'arbre, il est prisonnier. Quoi, on m'a traité de quoi là? Et puis Raesvel, avec ses grosses ailes, il arrive à faire trembler toutes les branches de l'arbre de vie. C'est le mental agité. Et, euh, et donc Ratatosk, le gardien du seuil dans le cœur, sème la zizanie et la discorde, alors que le cœur c'est là où normalement tout se rassemble. Si on pourrait aussi voir les 7 opérations de dissolution dans le langage, comme les conjonctions de coordination, mais où est donc Ornicar? Et donc c'est une super métaphore comme question du being bewildered, d'être un peu perturbé en anglais, d'être un peu d'être étourdi, genre oh, qu'est-ce qui se passe, mais où est donc Ornicar? Et, oui, c'est ça, ce sont toutes les opérations par lesquelles on articule le langage, et finalement, c'est les opérations qui permettent de discerner, hein, de séparer le subtil du dense, de pouvoir mettre des mots. Mais le mot, c'est discerner, et c'est de nouveau découper. Après, il y a l'idée de devoir tout rassembler. Et donc, la conjonction de coordination qui correspond au chakra du cœur, c'est et, bien entendu. Le et qui rassemble. Car bah, c'est l'ancrage, c'est le premier chakra, c'est le rapport à la matière. Donc, c'est déjà plus subjectif. C'est nous qui allons, par rapport au car, réagir, et ainsi de suite. Cette conjonction de coordination correspond aux 7 chakras et aux 7 couleurs. Il y a la 8e couleur, il y a la couleur de la magie. En fait, le magenta n'est pas dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est con parce que c'est quand même une des couleurs, enfin, c'est une des couleurs primaires. Le bleu et le jaune sont dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais le magenta, c'est pas le rouge, la couleur primaire, c'est le magenta. Et si on le rajoute et qu'on place ces 8 couleurs obtenues dans un carré magique, eh bien elles sont rassemblées par couleurs complémentaires. Et si on leur accorde un élément par densité, R, eau, terre, feu, R, eau, terre, feu,
qu'est-ce que non, c'est feu, air, eau, terre, par densité du moins dense au plus dense, donc du haut vers le bas. Et le magenta, c'est la dernière, le violet, c'est la première. Et quand on les rassemble comme ça, elles sont rassemblées par éléments, ensemble. Et, et bon, ça, il faut le montrer, hein. Voilà. Bon, je pense que j'ai déjà fait un sacré petit machin là. Je suis à quoi, 30 minutes ou là là. Bon, bah voilà. Si ça sent le saumon fumé, sachez que c'est votre cerveau. Ça m'a fait ça aussi à moi et c'est normal. Ça refroidit, ça finit par refroidir. Voilà, bah, je vous embrasse. Et j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que ça pourra être utile. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas dit que pour moi, en fait, cette histoire de coronavirus, c'est une grosse dissolution mondiale et c'est une transmutation de toute l'humanité. Et effectivement, je pense que si on opte pour la solution du mental contrôlant, on va droit dans le mur. On va vraiment vers un futur qui n'est pas enviable. Tout ça parce qu'on veut survivre, on s'empêche de vivre et on risque de gâcher. Chaque fois qu'on a apporté une technologie de contrôle super puissante pour tenir l'humanité en bride, jamais il y a eu de recul là-dessus. Jamais. Et je sais pas si ça vous dit d'aller vers le transhumanisme ou vers un truc hyper contrôlé, fasciste, pour des raisons médicales, de supprimer tous nos acquis sociaux, tout ce qu'on a fait, tout ce pour quoi on s'est battu et toute la lumière qu'on a pu recevoir au cours des siècles. Moi, je suis pas chaud, hein. Je suis pas chaud du tout. Pour moi, on est dans une grande œuvre noire là, mondiale, et on est dans un élan de transformation. Alors il faut sortir du laboratoire, là où on a le contrôle. Vous voyez la métaphore de la nature qui est sur son siège et qui regarde l'alchimiste comme ça, pas content. C'est la connaissance de la nature, l'alchimie. Viens dans la forêt, viens dans la forêt. Observe la nature et fais confiance. Sors de ton laboratoire, petit alchimiste. Voilà. Là c'est fini. Bisous, namasté, aloha. Aloha.